la famille perd tout rapport avec les institutions, ça va être mon deuxième point, et surtout, elle obscurcit la distinction entre cette situation, obscurcit la distinction entre le public et le privé, qui est une distinction, moi je travaille un peu sur l'éducation morale et civique, qui est une des distinctions aujourd'hui les plus difficiles à percevoir. Hein. Et on ne sait pas comment on va l'introduire dans la formation des enfants, parce qu'il y a une espèce d'osmose aujourd'hui entre les deux secteurs, avec une priorité au privé. Simplement, avec les nouveaux médias, il y a une exhibition de ses caractéristiques privées, et de ses affects, et de sa sexualité même, ces choses les plus intimes, dans le public. Donc les jeunes qui seront élevés dans cette atmosphère médiatique et institutionnelle, on va dire là, auront encore plus de mal à comprendre le passage au collectif, le passage au public, et ce qui signifie, et le travail qu'il représente. Donc, effectivement, vous voyez bien ça a été dit par les conférenciers que vous avez exposés là, on se demande comment on peut éduquer les enfants uniquement pour leur bonheur privé, sans un quelconque rapport avec la manière dont une société s'organise pour permettre la vie commune. Hein, donc les institutions, les règles et les lois. Et là, je pense à un travail du philosophe John Dewey, le philosophe américain, qui a beaucoup travaillé sur la solidarité sociale, justement, et c'est pour ça qu'il y a un rapport aussi avec mes préoccupations sur la solidarité, et qui dit que lorsque l'éducation perd de vue la fonction collective, ce qu'il appelle la solidarité sociale, c'est le sens des savoirs, le sens même de l'éducation qui disparaît. L'éducation, dit-il, devient une espèce de mécanisme absurde qui consiste à développer toutes les possibilités d'un individu. On ne sait pas pourquoi celle-là plutôt que celle des autres. D'ailleurs, c'est la demande des parents que tout soit développé, qu'on fasse des ateliers tous azimuts. Et on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de but. Et ça a été vu par Dewey déjà dans les années 1900. Hein, qu'il y avait une pente comme ça de la société vers une éducation de type mécaniste, hein, des facultés à développer. Le deuxième point, je sens que je vais pas être assez rapide, c'est... si, ça va ? Je tiens ma montre parce que j'ai tendance à m'étaler, j'ai le même problème dans mes cours. Le changement des rapports... Alors, c'est un peu différent, hein, c'est dans la foulée, mais les rapports entre les familles et les institutions, entre la famille et les institutions. Là, il y a une véritable rupture qui s'est produite, parce que à l'époque moderne, avec le souci de l'enfant, s'introduisait un rapport éducatif nouveau. La famille moderne devait prendre en compte la possibilité d'un avenir autre pour l'enfant, en dehors de la famille. La famille doit donc former des êtres qui lui échapperont en sortant de sa tutelle. Ce souci formateur, éducatif et moralisateur, ça a été assez souligné d'ailleurs, d'un point de vue critique, hein, bien sûr, et à l'égard de l'enfant était une donnée fondatrice de la modernité. La famille jouait donc son rôle dans ce processus d'émancipation, sortir de la tutelle. Exactement le sens du mot émancipation. L'enfant y apprenait, par le rapport normatif que l'on avait à son égard, qu'un être humain s'applique à lui-même des règles, surmonte des frustrations, apprend à être libre, à repousser la satisfaction de ses besoins, etc. Vous avez cité quelques textes de nous. Dans la famille contemporaine, au contraire, chaque individu est considéré comme devant avoir tout espace d'expression de ses désirs, de sa spontanéité et de sa créativité au présent. Il n'y a pas de perspective de sortie de l'univers de la famille, ou très peu, sauf en termes d'emploi assuré au futur. Ça, effectivement, c'est une dimension qu'il faut prendre en compte. Cela remet en question, évidemment, l'ensemble des institutions qui sont nécessaires au fonctionnement de toute société.
il y a une espèce de subversion latente rapportée par les enseignants qui racontent que quand ils expliquent à un parent que son enfant ne respecte aucune des règles de l'orthographe et de la grammaire, le parent caresse la tête de son petit en disant « Ah, mais celui-là, c'est notre artiste à nous ». Bon, on a tous des anecdotes comme ça, évidemment. On est ravis, effectivement, d'avoir subverti tous les codes oppressifs de la modernité, toutes les assignations à des rôles de genre, des rôles familiaux. Effectivement, c'est probablement une réussite, mais du même coup, on a envoyé aux oubliettes tout ce qui permettait de vivre ensemble, tout ce qui relève des institutions qui assurent la continuité du groupe et les conditions de la vie commune. Et je maintiens que la subversion des codes oppressifs, dominateurs, etc., n'était pas associée nécessairement à un rejet des institutions. C'est une bifurcation de l'individualisme, puisque c'est ça dont il est question. Hein. Chaque individu se crée lui-même indépendamment de toute assignation sociale ou collective. Il y a des travaux qui ont tenté de montrer qu'il y a eu une bifurcation à une époque, une radicalisation de cet individualisme qui a balayé tout ce qui était de l'ordre de ce qui garantit justement cette liberté, cette spontanéité des individus. Et donc là, il y a un vrai travail de prise de conscience et de réflexion, ça sera ma conclusion, sur l'évolution de l'individualisme contemporain qui, dans son essence même, est quelque chose qui est typique de la démocratie, évidemment. Donc les familles contemporaines ont un rapport très ambigu avec l'institution éducative, de fait, parce que l'école est restée une institution, avec des flottements dans certains cas, parce qu'elle cherche parfois à s'identifier au modèle de l'école, de la famille, une école heureuse, où les enfants sont reconnus, où on fait ce qu'on aime, etc., où on n'apprend pas grand-chose, mais ça c'est secondaire, mais c'est parfois lié quand même. Donc l'institution scolaire a changé aussi, mais elle reste une institution dont la règle fondamentale est d'appliquer les mêmes principes à tous les enfants, alors que les parents, eux, reprochent à l'école de ne pas respecter la singularité et les particularités des enfants. Mais on retrouve cette ambivalence, on va dire, y compris dans les textes officiels de l'éducation. C'est-à-dire qu'on a parfois des quadratures du cercle, des injonctions paradoxales d'individualisation et de travail en collectif et d'insertion dans un groupe hétérogène, etc. Donc l'école participe de ces évolutions, bien évidemment, mais avec un petit peu de retard quand même. Et donc la prise de conscience doit être faite suffisamment vite maintenant pour qu'on n'aille pas dans le sens, ce qui est quand même le plus probable, de la demande des familles et de l'évolution massive des valeurs d'individus, de spontanéité, créativité et surtout de valeurs du présent et de désinstitutionnalisation, comme ça a été dit quelque part.